plaisir de vous accueillir toutes et tous, saluer les orateurs et les interprètes à ce premier webinaire organisé par le Conseil consultatif de l'aquaculture. Je remercie également le secrétariat pour le travail réalisé dans la préparation et l'organisation de ce webinaire. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous vous offrons l'interprétation en anglais, français, allemand, italien et en espagnol. Vous pourrez trouver la langue de prédilection en cliquant sur le globe. Vous pouvez ensuite choisir le canal. Le globe se trouve en bas à droite de votre écran. Alors, nous avons également assuré des services de soutien technique. N'hésitez pas, en cas de problème, à demander de l'aide sur le chat. Alors aussi, mesdames et messieurs, je vais vous demander de couper vos micros et de ne les allumer que lorsque je vous donnerai la parole. Alors aussi, je voudrais vous demander de vous renommer et d'indiquer votre nom, prénom et organisation. Il vous suffit de cliquer sur l'icône participant, faire cliquer sur votre nom, plus renommer. Alors, pour garantir la meilleure qualité audio, je vous recommande d'utiliser un casque avec un micro, si possible, et aussi pour une bonne qualité de l'enregistrement. Alors, mesdames et messieurs, veuillez vous contenter d'utiliser le chat uniquement pour les questions techniques, pour les échanges informels, et je vous donnerai la parole lors de la session questions-réponses. Alors, le webinaire aujourd'hui sera enregistré et sera disponible sur le site du CCA. Donc, n'hésitez pas d'éteindre votre caméra si vous le préférez. Alors aussi, aujourd'hui, notre ordre du jour, nous avons plusieurs points de prévus. Alors après mon introduction, nous aurons une petite séance interactive. Et puis Birgit van Tongelen ouvrira le bal, et nous parlera des principaux objectifs et éléments des bonnes pratiques d'élevage. Nous aurons ensuite monsieur le docteur Pablo Chandry du mécanisme d'assistance à l'aquaculture nous parlera de la truite arc-en-ciel. Sa présentation sera suivie d'une séance de questions-remarques. Ensuite, madame Elena Mente parlera du bar, de la dorade et monsieur Chandry à nouveau des moules. Je clôturerai le webinaire à 15h30. Je m'appelle Brian Thompson, je viens de l'organisation danoise d'aquaculture et j'ai le grand plaisir de présider le Conseil consultatif de l'aquaculture. Le CCA est un acteur au niveau européen qui fournit à la Commission européenne et aux États membres de l'UE des recommandations sur l'aquaculture. Le CCA est composé de représentants du secteur de l'aquaculture et d'autres groupes d'intérêt, y compris des ONG. Aujourd'hui, nous avons 51 organisations membres issues de 14 pays européens. Alors, l'une de nos principales tâches est de contribuer à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la Commission pour l'aquaculture. Ces orientations stratégiques comportent plusieurs actions spécifiques à adopter par la Commission, les États membres, mais aussi par le CCA. À cet égard, mesdames et messieurs, il nous appartient de soutenir et de diffuser le document sur les bonnes pratiques d'élevage, les BPE. C'est aujourd'hui notre premier webinaire et nous cherchons à toucher les acteurs du monde de l'aquaculture dans tous les pays de l'Union européenne. Et pour ce faire, nous avons décidé d'organiser plusieurs webinaires par an dont les sujets seront sélectionnés par notre comité exécutif.
Pour ce webinaire aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons retenu 5 objectifs. Tout d'abord, nous souhaitons vous présenter le document d'orientation de l'Union européenne sur les bonnes pratiques d'élevage. Ensuite, nous entendons mettre en exergue des éléments clés utiles pour les producteurs aquacoles. Aujourd'hui, nous chercherons également à expliquer les fiches d'information sur la truite arc-en-ciel, sur le bar, la dorade et les moules. Nous espérons aussi qu'aujourd'hui, ce webinaire permettra un échange entre les différentes parties, les autorités, les ONG, les chercheurs et les acteurs de la filière. Nous entendons également soutenir l'évolution durable de l'aquaculture dans l'Union européenne. Eh bien, mesdames et messieurs, après cette petite présentation, le moment est venu de lancer notre petite séance interactive. Nous cherchons aujourd'hui à en savoir un peu plus sur vous, savoir qui participe à ce webinaire, mesdames et messieurs. Pour ce faire, nous allons lancer un petit sondage qui comporte 5 petites questions. Vous aurez 30 à 40 secondes pour répondre à ce sondage, répondre à ces questions. Et je crois d'ailleurs que je peux donner la parole au secrétariat pour présenter les questions. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Brian. Bienvenue à toutes et à tous. Alors maintenant, nous allons lancer le sondage avec la première question que voici. Alors, vous avez la question qui apparaît à votre écran. Donc, nous voudrions savoir quel est votre pays de résidence. Voilà, vous avez 20 secondes pour répondre à la question. Cela nous permettra de bien comprendre la répartition géographique de nos participants aujourd'hui. D'où venez-vous? Donc voilà, veuillez sélectionner votre pays, cliquez sur le pays et dans moins de 5 secondes, je euh, clôturerai le sondage et je partagerai les résultats. Voilà, magnifique. Merci beaucoup de votre participation. Je mets un terme au sondage et je partage les résultats. Alors, vous le voyez bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons des participants d'Autriche, 7 participants de Belgique, de Croatie aussi. Nous avons des membres du Danemark, 6 personnes du Danemark, des personnes aussi issues de France, 5, 8 pour l'Allemagne, 7 pour la Grèce, des participants d'Italie, de Lettonie, 5 participants nous viennent des Pays-Bas, 1 de Pologne, 2 du Portugal et de Roumanie, 15 personnes viennent d'Espagne, bienvenue à vous, 3 de Suède. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à cette première question. J'arrête le partage et je lance maintenant la deuxième question. Alors, vous avez la question à l'écran, la voici. Quel est l'énoncé qui décrit le mieux votre rôle? Êtes-vous pisciculteur, conchiliculteur, représentant d'une association d'éleveurs, représentant d'une ONG, représentant d'un État membre ou venez-vous d'une autre catégorie? Votre profil est-il différent? Voilà, c'est à vous de jouer. Vous pouvez sélectionner l'énoncé qui vous représente le mieux. Nous vous laissons 5 secondes de plus et puis nous clôturerons le sondage. Merci. Voici les résultats. Aujourd'hui, nous avons une dizaine d'éleveurs, un conchiliculteur, des représentants, 9 d'associations d'éleveurs, 17 représentants d'ONG, des représentants d'États membres, 9, et 31 personnes ayant choisi la réponse autre. C'était la deuxième question. Passons maintenant à la troisième question, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien. La voici. Ah, pardonnez-moi, je vais un peu trop vite en besogne. C'est déjà la quatrième question.
Attendez un instant, s'il vous plaît. Je vais relancer pour obtenir la troisième question. Pardonnez-moi. Ça y est, ça y est. Pardonnez-moi. Petit problème technique, mais nous repartons de plus belle pour la troisième question. Quelle espèce retient votre attention aujourd'hui? La truite arc-en-ciel, le bar, la dorade, les moules ou autre? Autre est également une possibilité qui vous est laissée. 10 secondes. Voilà, j'arrête le sondage et je partage avec vous les résultats. Et la truite arc-en-ciel retient le plus grand intérêt aujourd'hui des participants. 32 personnes indiquent souhaiter en apprendre davantage. Ensuite, ce sont les moules, 15, puis le bar et la dorade. Certains s'intéressent également à d'autres espèces. Merci. Quatrième question. Il y a 5 questions au total. Rassurez-vous, nous approchons de la fin. Allez, question numéro 4. Nous parlons ici des orientations stratégiques de la Commission européenne. Connaissez-vous les orientations stratégiques de la Commission européenne pour une aquaculture plus durable et plus compétitive pour la période 2021-2030? Connaissez-vous très bien ces orientations? Un peu, pas très bien. Vous avez 3 choix. Vous connaissez très bien, un peu ou pas très bien ces orientations. Voilà, clos. Voilà, je clôture le sondage et je partage les résultats. Voilà, c'est assez partagé, n'est-ce pas? Plus ou moins un tiers par réponse. Merci d'avoir répondu à cette question. Dernière question, mesdames et messieurs, pour clore aujourd'hui notre sondage, pour entamer notre webinaire. Ça y est, la voici. Cette question porte sur les bonnes pratiques d'élevage. Connaissez-vous le document sur les bonnes pratiques d'élevage pour l'aquaculture? Vous connaissez très bien ce document, un peu ce document, ou vous ne connaissez pas ce document dans cet ordre-là à l'écran? Voilà, veuillez choisir la réponse qui vous convient. Dans 5 secondes, je clôturerai le sondage. Voilà, merci sincèrement d'avoir participé au sondage. Voici les résultats. On peut constater qu'une grande majorité connaît ce document, mais ne connaît pas très bien non plus ce document. Donc c'est très bien. Cet événement aujourd'hui vous permettra d'en apprendre davantage. Voilà, j'arrête le partage et je vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce sondage qui est vraiment très utile pour nous. Brian, je vous rends la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Cynthia. Merci de nous avoir permis de participer à ce sondage. Ça nous permet d'avoir une petite idée des personnes qui participent à notre webinaire et de savoir à quel point vous connaissez les sujets qui sont abordés. Parce que c'est vrai, ne l'oublions pas, l'aquaculture est un secteur très diversifié. Merci. Maintenant, passons au vif du sujet, si vous le voulez bien. Et j'ai le grand plaisir de vous présenter Birgit van Tongelen de la Commission européenne. Birgit est vétérinaire et a rejoint la Commission européenne en 2000. Elle a travaillé dans plusieurs services de la Commission et en 2018, elle a commencé à travailler pour la DGMAR au sein de son équipe chargée de l'aquaculture. Elle travaille sur les dossiers liés à la santé animale, au bien-être animal, à la recherche et à l'innovation, sans oublier
l'aquaculture biologique. Birgit, j'ai le plaisir de vous donner la parole. Merci beaucoup, Brian. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Alors, comme Brian l'a souligné, aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais très brièvement vous expliquer le contexte, les objectifs et les éléments clés du document sur les bonnes pratiques d'élevage pour l'aquaculture qui sera présenté plus en détail par les experts du mécanisme d'assistance à l'aquaculture par la suite. Prochain transparent. Le contexte, quel est-il? En mai 2021, la Commission a adopté des orientations stratégiques pour une aquaculture plus durable et compétitive dans l'Union européenne pour la période 2021-2030. En réalité, ces orientations définissent la vision et la feuille de route pour le développement du secteur de l'aquaculture dans l'Union européenne. L'objectif est véritablement de doper le secteur de l'aquaculture dans l'UE. Ces orientations identifient des domaines clés d'approfondissement de nos travaux, les priorités à retenir, par exemple pour la santé et le bien-être animal. Nous en parlerons aujourd'hui. Ce sont des domaines qui retiennent notre attention comme priorité dans ces orientations stratégiques. Les orientations abordent également des difficultés à aborder, par exemple un manque de bonnes pratiques d'élevage dans l'aquaculture adaptée aux espèces élevées. C'est l'un des défis qui est mentionné et abordé dans les orientations. Des actions sont également épinglées. Par exemple, cartographier les bonnes pratiques d'élevage pour l'aquaculture. Cette action donnée a débouché sur le document sur les bonnes pratiques d'élevage sur l'aquaculture qui sera présenté aujourd'hui. Alors, toujours sur les orientations stratégiques, c'était sur le transparent précédent, je voulais souligner que dans le cadre de ces orientations stratégiques, un mécanisme d'assistance à l'aquaculture a été mis en place pour soutenir la mise en œuvre de ces orientations. Un prestataire élabore des documents techniques tels que ce document sur les BPE, mais également des supports de communication, des infographies, des vidéos. Le mécanisme d'assistance à l'aquaculture a également créé un site internet. Les objectifs de ce document sur les bonnes pratiques d'élevage. Il s'agit d'identifier et de promouvoir les meilleures pratiques d'élevage dans l'aquaculture afin d'améliorer la santé et le bien-être animal de différentes espèces aquacoles. L'objectif est que les producteurs d'aquaculture puissent s'en saisir. Voilà pourquoi le document est très facile d'utilisation, très pragmatique. Plusieurs sujets sont abordés dans le document. Les experts expliqueront précisément les fiches d'information, ils vous parleront de ces sujets. Quelques-uns, je vous en cite quelques-uns, l'alimentation, le contrôle des prédateurs, la réduction des risques d'évasion. Voilà, ce sont autant de sujets qui sont abordés. Les BPE sont puisés dans les 27 États membres, mais proviennent également d'Islande, de Norvège, de Turquie et du Royaume-Uni. Ces bonnes pratiques couvrent l'intégralité du cycle de la vie, les premières phases de la vie, mais également le grossissement et la récolte, et couvrent plusieurs types de production, notamment des étangs, mais également les enclos à filets. Plusieurs fiches d'information sont contenues. Il existe une fiche d'information générale qui décrit les bonnes pratiques d'élevage applicables à toutes les espèces. Et ensuite, nous avons 8 fiches d'information propres à chaque espèce. Il y en a une sur la truite arc-en-ciel, le bar, la dorade, les moules, on les présentera aujourd'hui, mais il y en a également sur la carpe, le saumon, mais aussi le labre et la lompe. Alors, pour l'heure, mesdames et messieurs, nous sommes en train de mettre à jour ces documents. Cela veut dire que des experts élaborent des fiches sur 3 autres espèces, la sole, le turbo et la maigre. Dans le même temps,
La fiche d'information générale sera revue pour veiller à ce qu'elle soit toujours adaptée à ces 3 nouvelles espèces aussi. Les documents à jour, les documents à jour sont finalisés. Ils seront ensuite publiés sur le site internet de l'aquaculture dans l'UE et la commission et le mécanisme d'assistance à l'aquaculture communiqueront sur ce sujet, sur le site de l'aquaculture, du mécanisme d'assistance, mais aussi sur les réseaux sociaux. Alors, où pouvez-vous trouver les documents dont je parle depuis tout à l'heure? Vous pouvez le trouver sur le site sur l'aquaculture du mécanisme d'assistance à l'aquaculture. Sur la barre de menu, vous pouvez y retrouver les documents principaux, Key Documents. Quand vous cliquez sur cet onglet, vous pouvez trouver les documents en bas à droite de la page. Vous pouvez y télécharger ces documents. Voilà, mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je donne maintenant la parole aux experts du mécanisme d'assistance à l'aquaculture qui ont été les chevilles ouvrières derrière ces documents et qui vont vous présenter plusieurs fiches d'information sur des espèces précises, spécifiques. Merci beaucoup, Birgit, d'avoir planté le décor pour les interventions des prochains experts sur des fiches bien précises. Alors, avant toutefois de donner la parole aux prochains orateurs, j'ai vu des commentaires dans le chat sur le sondage. Apparemment, certains pays manquent et certaines options pour des espèces manquées. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est notre premier webinaire, donc faites preuve d'indulgence. N'hésitez pas toutefois à nous envoyer vos commentaires pour que nous puissions progresser. Merci aussi de votre réaction. À présent, passons à la fiche d'information sur la truite arc-en-ciel. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de donner la parole à Pablo Chanti, qui est le principal conseiller technique du mécanisme d'assistance à l'aquaculture et également gestionnaire au sein du nouveau projet de technologie dans l'aquaculture, y compris les systèmes de traçabilité fondés sur la blockchain. Euh, Pedro Chantry est un professionnel très expérimenté dans le domaine de l'aquaculture. Il a une grande expertise, notamment dans la conception et la mise en œuvre d'installations et de projets aquacoles. Il a travaillé dans des projets d'aquaculture partout dans le monde, au Pérou, en Afrique de l'Ouest, en Amérique latine, au Nigeria. Et il travaille aujourd'hui pour l'Union européenne. Donc, j'ai le grand plaisir, Pablo, de vous accueillir pour ce webinaire. Je vous donne donc la parole et puis nous donnerons la parole aux participantes et aux participants si elles et ils ont des questions. Pablo, vous avez la parole. Oui, votre micro est en sourdine. Voilà, ça y est. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Merci au Conseil consultatif de l'aquaculture. Merci à vous, Brian, et à votre équipe de nous donner la possibilité aujourd'hui, avec ma collègue Elena Mente, de pouvoir vous présenter certains de nos documents. Alors, tout d'abord, parlons de la fiche d'information sur la truite arc-en-ciel. Alors, très brièvement, ici, je voudrais parler de la vision pour l'aquaculture de l'Union européenne. Alors, comme vous le savez, mesdames et messieurs, je me reprends, donc je vais parler de la vision, puis je vais parler de la truite arc-en-ciel par la suite. Je voudrais également aborder la méthodologie que nous avons retenue et je vais également citer un exemple de bonne pratique d'élevage. Alors, les pratiques d'élevage. Quelles sont les pratiques d'élevage retenues? Les BPE sélectionnés cherchent à mettre en œuvre de manière pratique des obligations juridiques clés pour les opérateurs. Parfois, elles vont au-delà de ces obligations
sur les exigences en matière de santé et de bien-être animal. C'était la définition de ces BPE, de ces bonnes pratiques. La plupart des pratiques sont des obligations, mais d'autres vont plus loin que l'obligation. Alors, Birgit en a déjà parlé. Ce document émane des orientations stratégiques. C'est donc une mise en œuvre pratique de ces orientations stratégiques de l'UE. L'objectif des orientations est de veiller à ce que l'aquaculture dans l'UE soit résiliente et une référence reconnue en matière de durabilité. Cela s'inscrit dans cet effort, ces BPE. Pour y parvenir, les orientations proposent d'élaborer des orientations et des bonnes pratiques pour les différentes activités d'aquaculture. Nous concentrons uniquement sur la fiche d'information sur la truite arc-en-ciel pour soutenir un document clé élaboré pour soutenir cet idéal. Nous préparons, comme Brigitte l'a souligné, sur des poissons plats et sur la maigre, nous préparons ces fiches d'information et nous travaillons également sur un code sur le bien-être. On se concentrera principalement sur le bien-être dans ce document-là. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur des documents qui sont déjà publiés, mais je voulais vous dire aussi que nous sommes actuellement en cours d'élaboration de documents. Prochain transparent. Alors, la BPE implique plusieurs pratiques pour garantir la santé et le bien-être de la truite arc-en-ciel. Ces pratiques peuvent être réparties en exigences obligatoires, souvent stipulées par la réglementation, et en BPE. Nous tentons de couvrir divers sujets, l'alimentation, la manipulation, le vide sanitaire, le contrôle des prédateurs, la qualité de l'eau, les densités de peuplement, la désinfection, le nettoyage, l'enrichissement de l'environnement, la sélection raciale, l'alimentation fonctionnelle, et nous les abordons dans le cadre de bonnes pratiques d'élevage. Euh, nous nous concentrons également sur le retrait des poissons morts et sur d'autres éléments, la vaccination, par exemple, la diminution du risque d'évasion, des traitements ne sont pas abordés. Voici la méthodologie que j'ai abordée, mais je souhaiterais vous présenter. Nous avons tout d'abord commencé par une analyse des informations dans la littérature. Nous avons essayé de déterminer quels BPE sont utilisés dans le secteur. Ce sont des pratiques, et des pratiques innovantes font toujours l'objet de recherches. Certaines de ces pratiques viennent de la littérature scientifique et nous avons puisé des exemples de la Finlande, la France, de l'Irlande, de l'Allemagne, de la Norvège, de la Pologne et du Royaume-Uni. Il existe peut-être d'autres bonnes pratiques ailleurs, mais c'est ce que l'on a pu identifier. Nous avons également réalisé des consultations, nous avons effectué des sondages auprès des acteurs concernés dans les États membres. Nous avons organisé des séminaires techniques. Nous avons également utilisé les recommandations du CCA, votre conseil sur un code de bonne pratique sur le bien-être des poissons chez les producteurs aquacoles. Nous avons organisé un atelier en 2023 aussi et des séminaires techniques avec les États membres. Nous avons aussi organisé des réunions dans le cadre de projets financés par l'UE. Nous avons également reçu des observations de la DG Santé, du monde universitaire, du secteur et des ONG. Ce document est amené à évoluer constamment, mesdames et messieurs, je tiens à le souligner. Je veux dire que vos observations sont les bienvenues pour pouvoir renforcer le document, le compléter, lui apporter des informations sur des BPE utiles. Alors, je le souligne parce que je voudrais bien entendu mettre en avant l'importance de la consultation dans ce processus et pour améliorer ce document avec des pratiques plus utiles et pertinentes. Je commencerai par l'alimentation. Nous utilisons
Alors, le principal règlement européen, s'affiche ici, le règlement 848 qui présente les principales dispositions, notamment pour les produits certifiés bio. Ici, on parle de, différents différentes pratiques pour, les larves, les alevins, différents types d'aliments, protéinés, autres. Nous décrivons aussi la fréquence, l'étape du cycle de vie du poisson et le fait, qu'il ne faut pas commencer avant que, les sacs vitelins, aient été, perdus ou disparus. Ensuite, d'autres bonnes pratiques dans la manipulation. Dans le document, on contient davantage, mais ici, ce sont les pratiques que j'ai sélectionnées pour vous montrer, je dirais, les pratiques qui me semblent être les plus importantes. Les pompes et les tubes utilisés pour déplacer le poisson ne doivent pas être bien comportés de protubérances, acérées, des coudes ou des courbes qui pourraient stresser le poisson. Le siphonnage des alevins n'est pas autorisé et les alevins qui pèsent moins de 0,5 g ne doivent pas être déplacés à l'aide de filets. Les exigences réglementaires, quant à elles, sont reprises dans ce règlement 848 de l'année 2018 qui présente les principales dispositions en termes d'alimentation des produits certifiés bio. Et nous avons donné des exemples d'application de ces bonnes pratiques d'élevage qui nous proviennent du Royaume-Uni et de Pologne. Pour ce qui est du vide sanitaire, si, il était plus difficile de trouver des bonnes pratiques d'élevage, concrètes en tout cas, ou du côté de chez les producteurs. Ici, nous avons, eh bien, eu recours à la aux bibliographies qui existent, à la littérature, le but étant, de pouvoir mettre au repos certains enclos sur une période de 3 mois pour réduire, l'exposition à la piscirrhectose ici d'un cycle de production à l'autre et pour ce faire, nous nous sommes basés sur la littérature disponible. Pour ce qui est du contrôle des prédateurs à présent, nous avons ici identifié 2 cadres réglementaires obligatoires, la directive Habitat et la directive 147 qui porte sur la conservation des oiseaux sauvages, qui protège les cormorans. Directive oiseaux. Mais elle permet toutefois à certains États membres de bénéficier d'exceptions, à cette protection stricte qui est prévue dans la directive. Ici, les bonnes pratiques d'élevage sont notamment le fait que les producteurs doivent avoir recours à des méthodes non mortelles pour protéger leurs poissons face à ces animaux sauvages. Deuxième BPE, l'exclusion physique, la séparation, c'est important, des filets pour les prédateurs doivent être encouragés. Il faudrait envisager leur déploiement, notamment des périodes à haut risque. Et les sites qui ont déjà souffert des attaques par le passé doivent disposer de dispositifs acoustiques de dissuasion lorsque leur utilisation est autorisée, car ce n'est pas le cas partout, en effet. Passons à présent à la qualité de l'eau. Ici, en termes d'exigences réglementaires, c'est la législation 464 qui, décrit les exigences, en termes de qualité de l'eau pour les produits certifiés bio. Dans la pratique, la température idéale de l'eau, pour, la croissance de la truite arc-en-ciel se situe entre 16 et 18 degrés. Les niveaux de saturation en oxygène doivent s'élever à environ 90 pour les alevins. Heu Ici, on le sait ou en tout cas à 70 pour, les géniteurs ou l'animal juvénile en croissance et le pH quant à lui est aussi décrit. Pour ce qui est des densités entre les animaux, des niveaux de densité, de peuplement, là encore, c'est le règlement 464 qui définit dans ce cadre pour les produits certifiés bio que la densité doit s'élever à 25 kilos par mètre cube en eau douce et 10 kilos par mètre cube dans de l'eau de mer. La bonne pratique d'élevage que j'aimerais vous montrer ici, eh bien, concerne la première, les, densités de stockage, ne doivent pas effectivement dans les
lacs en d'eau douce ou d'eau de mer ne doivent pas dépasser 10 kilos pardon, par mètre cube pour le poisson de moins de 100 grammes et 15 kilos par mètre cube pour les juvéniles qui pèsent plus de 100 grammes. Pour les unités d'eau douce, la densité ne doit pas dépasser 50 kilos par mètre cube ou 35 kilos par mètre cube pendant l'été et de faible densité de stockage qu'entre elles, on parle ici de 10 kilogrammes par mètre cube, peuvent aussi avoir un impact négatif sur le bien-être en générant effectivement une hiérarchie sociale accrue. Point suivant, la désinfection et le nettoyage. Ici, tous les instruments, tous les équipements doivent être nettoyés, désinfectés à la fin de chaque journée de récolte. Le matériel bio doit ê ou organique doit être nettoyer avec un détergent, retirer avec un détergent avant la désinfection et il doit être en contact avec toutes les surfaces conformément aux, prescriptions du fabricant. Ici, il n'y a pas de règlement de l'UE. Je passe au volet suivant, l'enrichissement de l'environnement, et ça c'est un autre sujet. Ici, ou bien il s'agit d'utiliser des courants assez doux et plutôt, lents pour, avoir un poisson plus calme, améliorer le bien-être du poisson. Le fait d'ajouter des structures physiques peuvent effectivement, réduire le stress, les niveaux de cortisol. On le sait, hein, les poissons ont effectivement, les fonds de la couleur des fonds peut aussi influencer par rapport au système immunitaire, des fonds de couleur blanche ou noire. Les réservoirs de couleur beige, quant à eux, peuvent permettre une croissance plus importante et nous avons aussi comparé les systèmes d'alimentation automatiques ou pas, qui peuvent permettre d'obtenir des résultats, différents. Heu, pour toutes ces bonnes pratiques d'élevage, nous disposons et vous le trouverez très facilement dans le document, les références, ou justement de ces informations et des exemples concrets également. Et comme je l'ai dit, nous avons essayé de fournir des exemples pour chacun des sujets lorsqu'ils étaient disponibles. L'élevage sélectif, à présent, c'est un sujet plus nouveau. Il peut permettre d'améliorer le bien-être du poisson en élaborant effectivement des groupes de truites qui auront eh bien, un niveau de cortisol plus faible. La culture d'amélioration génétique est acceptable si elle n'est pas le résultat d'une modification génétique et il y a aussi bon, on voit aussi un point sur la diversité génétique qui peut être améliorée. Point suivant, je pense qu'il s'agit du dernier transparent. Ici, c'est l'alimentation fonctionnelle et sur ce sujet, pardon, des régimes immunostimulants ou des compléments alimentaires peuvent être utilisés pour améliorer l'immunité, des régimes alimentaires améliorés, des immunostimulants qui peuvent être utilisés pendant des périodes de stress ou périodes critiques et les éleveurs, doivent aussi avoir recours à des aliments qui sont formulés, sur mesure en fonction de chaque étape de vie du poisson. Voilà. Ici, vous pouvez voir le code QR qui dispose de toutes les informations que j'ai mentionnées précédemment. Vous pouvez vous procurer ce document et l'ensemble des documents du mécanisme. Dans ce document, vous pourrez trouver le reste des bonnes pratiques d'élevage et toute la bibliographie à laquelle nous avons eu recours. J'ai essayé ici de vous présenter le document. J'espère, je n'ai peut-être pas mentionné alors vous pourrez trouver plus d'informations dans le document bien sûr. J'espère toutefois que ces informations vous permettront de voir l'importance du document. Le but est de le rendre accessible, facile à utiliser. Il a été élaboré par le biais d'un processus consultatif, donc c'était l'objectif. Je vous remercie. Merci beaucoup Pablo pour, cet aperçu, assez rapide des différents éléments qui sont repris dans la fiche d'information sur la truite arc-en-ciel. Je vais à présent donner la parole, aux participants. Avant cela, nous avons quelques petites règles, de fonctionnement qui s'appliquent à cette session. Je vous demanderai tout d'abord d'utiliser le bouton «Lever la main»
Si vous avez une question, en effet, vous la trouvez en cliquant sur le petit cœur «Réagir» au bas de votre écran Zoom. Et une fois que je vous donnerai la parole, n'oubliez pas d'allumer votre caméra, votre micro, de vous présenter et je vous demanderai aussi de poser des questions brèves, de parler suffisamment clairement pour, aider nos interprètes. Vous pouvez également, sachez-le, utiliser, le, petit, bouton donc, question. Pablo, si vous le voulez bien, je pense que nous pourrons peut-être prendre 3 questions avant de vous redonner la parole pour y répondre. N'hésitez pas à, me poser des questions. Nous avons prévu une quinzaine de minutes pour, ce temps. Si nous n'avons pas suffisamment de temps pour répondre à toutes les questions, je vous encouragerai à les envoyer par email au secrétariat du CCA et nous ferons tout notre possible pour vous fournir une réponse. Et je vous fournirai, l'adresse mail du secrétariat à la fin de ce webinaire. Alors, sur ce point, je vous demanderai de lever la main. Je vois que le premier intervenant que nous avons est Alain. Je vous en prie Alain, vous avez la parole. Oui, merci Président. Oui, en tant que vétérinaire, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas parlé du tout de vaccination et de biosécurité. Je crois que ce sont des thèmes qui vont devenir de plus en plus importants avec les changements de climat. Et d'autre part, je m'étonne que vous n'ayez pas eu de documentation en ce qui concerne la désinfection et le stamping out, l'éradication de maladies. Et je peux vous assurer qu'un peu partout en Europe et même à 50 kilomètres de Bruxelles, nous avons beaucoup de pisciculteurs qui peuvent vous renseigner à ce sujet. Voilà. Merci beaucoup. J'ai bien conscience que votre document est susceptible d'amélioration. Nous serons contents d'y participer. Voilà. Merci bien. Merci, merci Alain pour ce commentaire. Y a-t-il des questions, des commentaires, des remarques, des réactions? Eh bien, pendant que vous réfléchissez, je peux peut-être, vous laisser réagir aux commentaires faits par, Alain. Je vous en prie Pablo, vous avez la parole. Oui, merci. Je pense que c'est un point effectivement très important. Oui, je pense, hein, en effet que c'est un point extrêmement important qui a été soulevé et d'ailleurs, permettez-moi de dire que j'en suis bien consciente, je suis tout à fait d'accord avec vous et j'aimerais, heu, ajouter, ce point dans la prochaine révision. Donc, ce serait très utile que vous puissiez nous fournir des informations. En fait, la biosécurité et les vaccins sont l'un des sujets importants et nous n'avons peut-être pas pu les considérer pour la truite arc-en-ciel car nous n'avons pas pu trouver d'informations pertinentes concernant cette espèce. Ce qui signifie que ça peut peut-être être traité pour, d'autres aspects biosécuritaires, hein, pour d'autres espèces également que nous avons, analysées dans ce document. Mais en tout cas, j'ai pris bonne note de votre commentaire et je vous demanderai vraiment, d'être en contact avec nous et n'hésitez pas à m'envoyer, ces informations pour que nous puissions effectivement l'inclure, dans la prochaine version du document. Merci. Merci Pablo. J'ai à présent Martin Splix qui a demandé la parole. Je vous en prie. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend. Oui, bonjour, Advia. Moi, je représente un institut scientifique, l'Institut Bior.
Ma question concerne les conditions de vie de la truite arc-en-ciel. Moi, j'ai fait ma thèse de master sur la truite arc-en-ciel. On s'est rendu compte que la question de la lumière était extrêmement importante, notamment dans le circuit de vie, dans le circuit d'élevage. On avait trouvé une solution très rapide, en fait, en plaçant du noir sur les parois de l'enclos pour réduire le niveau de luminosité. Est-ce que c'est un point que vous envisagez est-ce que vous le mentionnez dans les bonnes pratiques d'élevage? Je vous remercie. Merci Martine et j'ai ensuite notre vice-présidente Charlotte qui a demandé la parole. Je vous en prie. Merci. Oui, merci Charlotte, Eurogroup for Animals. Merci beaucoup pour cette présentation. Je lis que les recommandations doivent pouvoir s'appliquer à tous les systèmes de production et je souhaitais vous demander comment est-ce que vous aviez évalué les choses concrètement? Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que vous allez faire un suivi avec les éleveurs pour penser aux conséquences pratiques? Je pense notamment à l'enrichissement de l'environnement pour la truite. Je sais que ce n'est pas facile pour les systèmes en recirculation, par exemple, et il y a des objets qui peuvent bien venir affecter le flux. Donc, j'aimerais savoir quel sera le suivi qui sera fait auprès des éleveurs. Merci. Merci Charlotte. Je pense que nous pouvons aussi inclure l'intervention de Paul avant que je ne redonne la parole à Pablo. Oui, merci Paul Dennekamp de la Fondation hollandaise pour la protection des poissons. Sur l'élevage sélectif, vous souhaitez procéder à la sélection qui est réduire les des faibles au niveau de cortisol, mais le cortisol pardon, a une fonction chez l'animal et c'est quelque chose qui a une fonction et c'est un élément qui doit être pris en compte lorsque l'on parle du bien-être animal notamment et c'est parfois, préférable. Je m'excuse, ma caméra ici ne fonctionne pas, donc je n'ai pas pu l'allumer. D'accord, pas de problème Paul. Je vais redonner la parole à Pablo pour qu'il puisse répondre aux 3 questions. Bien, je vais répondre en espagnol car il s'agit de questions assez techniques. Étant donné que nous avons de l'interprétation simultanée, eh bien, je vais en profiter. Concernant la question de euh, la luminosité. Effectivement, nous avons trouvé beaucoup d'informations sur les systèmes d'éclairage, mais pas pour la truite. Et c'est vrai qu'il nous semble qu'il s'agit d'un sujet extrêmement important à prendre en compte. Il existe des bonnes pratiques sur l'éclairage, notamment en termes de bien-être des animaux. Et c'est vrai que si vous disposez d'exemples concrets pour la truite, ce serait très utile pour nous. Nous aimerions pouvoir les intégrer. Pour ce qui est de l'enrichissement, de l'environnement, eh bien, nous avons pris en compte les exemples pour tous les systèmes de production auxquels, ils peuvent être appliqués, hein. Donc, oui, nous avons effectivement considéré tous les systèmes de production. Pour ce qui est du cortisol, alors pour, être honnête avec vous, je ne suis pas expert en cortisol. Toutes les références scientifiques que nous avons trouvées l'ont évalué de cette, façon. Je ne sais pas, peut-être, que la bibliographie consultée avait plutôt tendance à le considérer comme un problème plutôt que comme un bienfait. En tout cas, c'est l'ensemble des documents que nous avons consultés et ils le présentent comme un problème. Pour ce qui est des conditions de vie, de la truite arc-en-ciel et oui, effectivement, eh bien, nous estimons enfin nous avons considéré tous les systèmes et pour ce qui est de l'éclairage, ou de l'illumination, eh bien, il va peut-être, falloir dédier un chapitre, sur ce point, mais nous n'avons pas d'exemple concret pour la truite, en tout cas. Merci, Pablo. Nous avons 2 questions supplémentaires. Une question de Phil Brook, Compassion in Well Farming
et qui effectivement posait la question de l'échéance. Y a-t-il une échéance pour pouvoir faire des suggestions d'amélioration avant la prochaine version en janvier? Ça, c'est une première question. Et pour la deuxième question, nous passons à la Suède. Je donne la parole à Ola Auberg. Merci Brian et merci Pablo. Je suis Ola, je représente une organisation de producteurs suédoise. Nous élevons notamment de la truite arc-en-ciel parmi d'autres espèces. Et je réfléchissais à ce que vous avez dit. Vous avez notamment parlé des paramètres relatifs à la qualité de l'eau, comme la température qui doit aller de 16 à 18 degrés pour un bien-être optimal. Sachez qu'en Suède, en général, nous n'avons pas ce type de température, hein. Ce n'est que durant une période de l'année, mais il s'agit principalement de températures inférieures. Est-ce que vous estimez que cela, a un impact négatif sur l'élevage de la truite si nous sommes en dessous des 16 degrés, ou est-ce que ça pourrait varier en fonction des saisons également? Merci. Merci Ola. Je redonne la parole à Pablo, je vous en prie. Oui. Effectivement, les possibilités de production. Alors nous avons pu voir, que au-delà de 18, enfin, en tout cas pour ce qui est des températures optimales pour obtenir les meilleures conditions physiologiques, oscillent entre 14 et 18 degrés, notamment pour, sur les questions d'alimentation. La truite va mieux s'alimenter et puis aussi en termes de reproduction. Et et c'est vrai que vous produisez et vous savez parfaitement comment gérer les truites à cette température. Après, on parle ici d'une température idéale, hein, comme qui se situe, comme on l'a dit, entre 14 et 18 degrés pour, en tout cas, optimiser sa croissance. Merci Pablo. Y a-t-il des commentaires concernant peut-être la question posée, par, Phil qui a demandé s'il était possible d'envoyer encore des contributions avant la prochaine version de janvier? Alors ici, je ne peux pas vous donner d'échéance précise, mais c'est vrai qu'il s'agit de documents ouverts, hein. Ce sont des documents, évolutifs que nous améliorons constamment. Donc je dirais peut-être qu'avant la fin de l'année, oui, vous pouvez nous les envoyer pour que nous puissions les analyser, les lire, et peut-être les intégrer dans la prochaine publication. Merci beaucoup Pablo d'avoir précisé ce point. Merci. C'est la dernière possibilité si vous avez des questions supplémentaires à poser à Pablo, sur la truite arc-en-ciel. Il n'y a apparemment plus de questions, donc merci beaucoup Pablo. Nous vous retrouverons dans un petit moment, lorsque nous passerons au moule. Nous poursuivons à présent avec la fiche d'information portant sur le bar et sur la dorade, et j'ai l'immense plaisir de vous présenter la professeure Elena Mente. Elle possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la recherche sur la nutrition et la physiologie des animaux aquatiques. Elle a coordonné et participé à de nombreux projets de recherche dans le domaine de l'aquaculture durable. Ces recherches actuelles portent sur la nutri-génomique et la définition de l'alimentation des poissons, notamment, ainsi que l'aquaculture bio. Elle est autrice, co-autrice et éditrice de 6 ouvrages, de plus de 120 articles évalués par ses pairs. Elle a participé également à plus de 160 conférences internationales et nationales. Elle a également été membre du sous-groupe LECTOP qui est chargé de fournir des conseils techniques sur la production aquacole bio à la Commission européenne. Je vous en prie, professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Brian. Merci de m'avoir invité. J'en profite également pour remercier Alexia qui a rédigé les bonnes pratiques, ce document avec l'aide de Pablo, de Birgit. Ça a été une collaboration extrêmement agréable et efficace. J'aimerais, avant
de commencer, mentionner l'idée principale de ces bonnes pratiques d'élevage dans le domaine de l'aquaculture. Le but était de proposer de bonnes conditions de vie pour les animaux aquatiques. C'est effectivement ce que nous souhaitons faire et c'est ce que nous nous efforçons de réaliser. Pour ce faire, nous devons respecter certains paramètres environnementaux car il s'agit effectivement d'un milieu aquatique. Ils dépendent principalement de la salinité, du pH, de la température, de l'oxygène, la qualité de l'eau, en fait, de façon générale, dans laquelle les poissons vont vivre ou les animaux vont vivre. Il y a ensuite d'autres paramètres comme la nutrition, la densité, d'autres conditions, l'hygiène et autres, qu'il convient également de prendre en compte. De façon générale, les bonnes conditions de vie, de ces animaux, bien, dépendent aussi de chaque animal individuel et de bien sa place dans le groupe dans lequel il évolue. Il y a la question du comportement social qui évolue lorsque l'animal se trouve dans une cage ou dans un réservoir au sein d'un groupe qui n'est pas le même, bien évidemment, que le comportement individuel. Lorsque, bien, en fonction des besoins, biologiques de chaque animal. Pour le bar et la dorade, nous disposions de très bonnes références qui nous ont beaucoup aidés à rédiger ces bonnes pratiques d'élevage. Heu, Notamment avec un guide, du bien-être poisson méditerranéen qui a été produit par l'organisation hellénique des producteurs et qui a aussi été approuvé ici en Grèce par le ministère, pardon, du développement rural et de l'alimentation. Différents collègues provenant d'autres universités, ont également contribué à la rédaction de ce guide. Cette présentation, aborde les bonnes pratiques d'élevage pour ces 2 espèces, le bar européen et la dorade royale. Ici, je parlerai simplement de bar et de dorade, hein, pour, pouvoir raccourcir un petit peu le nom de ces espèces. Nous nous sommes efforcés, ou je vais en tout cas essayer de résumer certaines pratiques qui sont déjà connues des éleveurs, mais qu'il est bon de reprendre dans des lignes directrices et qui, du coup, pourront être utiles. Elles abordent différents sujets et elles pourront, nous l'espérons, comme on l'a déjà dit, améliorer, le bien-être et ce sont des sujets qui pourront de toute façon être actualisés. Les différents sujets, ce sont les mêmes que ceux, mentionnés par Pablo sur la truite. Il y a différents sujets qui apparaissent en bleu sur cet écran: l'alimentation, la manipulation, retrait des animaux morts, vide sanitaire, contrôle des prédateurs, qualité de l'eau, densité, désinfection, nettoyage, vaccination et traitement. Et nous avons également des sujets plus spécifiques comme l'enrichissement, l'environnement, élevage sélectif et alimentation fonctionnelle qui bien, sont aussi abordés dans ces BPE. Il y a des exigences réglementaires, bien évidemment, c'est le cas par exemple pour le contrôle des prédateurs et la densité de ces espèces, pour les 2 espèces. Nous avons suivi la même méthodologie que celle des autres espèces. D'abord, une analyse de la littérature, des documents existants, principalement la littérature scientifique. Nous avons ensuite pu bien, nous baser sur des échanges, des questions posées au secteur, des exemples provenant de différents pays qui produisent ces espèces, des consultations avec lors d'enquêtes, de séminaires techniques, et la recommandation du CCA et l'atelier qui avait été organisé à Bruxelles, ainsi que bien les retours des différents experts avec lesquels nous travaillons. Ici, j'essaie de, diviser ou de répartir le document pour la dorade et le bar en fonction du cycle, de vie de ces 2 espèces. Comme vous le savez, nous avons vraiment la phase géniteur qui est en haut de mon écran pour ces 2 espèces et il y a ici des différences et pour, la reproduction, par exemple, en fonction du sexe de l'espèce. Alors pour,
la dorade, ce sont des espèces qui ont enfin des spécimens qui ont 2 ou 3 ans, 2 2 ou 3 mâles et une femelle. Pour le bar, par exemple, nous avons environ 3 mâles et une femelle. Donc ce sont ici des différences, une gestion qui est différente, pour, l'élevage de, ces géniteurs. Ensuite, nous passons aux œufs. Là encore, les méthodes d'incubation sont différentes en fonction du nombre, d'œufs. Puis l'on poursuit avec l'élevage larvaire. Là encore, le nombre de jours varie en fonction des différentes étapes et nous avons différentes, bien, types d'alimentation. Nous passons ensuite à l'intégration des aliments, secs. On passe à la phase des juvéniles, la phase de, sevrage ici pour enfin, arriver, aux, 5 grammes. Nous avons la première phase de pré-croissance, heu dans notamment les systèmes SAR et puis pour 5 ou 10 jusqu'à 25 grammes, pardon, nous transvasons, les, poissons, les juvéniles dans des, étangs, dans des cages ou réservoirs. Ici, c'est la taille est différente, 350 grammes environ pour la, dorade et 400 grammes plus ou moins pour le bar. Alors, ensuite, nous tentons de répartir les PPE dans les différentes phases. Pour l'alimentation, nous avons la phase d'élevage des géniteurs, d'élevage des larves, les juvéniles et le grossissement. Et à toutes ces étapes, à toutes ces phases, nous avons tenté de résumer des régimes d'alimentation nécessaires et requis. L'objectif est de fournir aux animaux les nutriments nécessaires en fonction de leur phase de développement, de croissance aussi. Au moment aussi de la phase d'élevage pour respecter les exigences nutritives. Donc, dans l'ensemble, nous avons les aliments secs pour les stocks reproducteurs, pour veiller à avoir suffisamment de nourriture pour la gamétogénèse. Ensuite, nous avons, nous devons fournir les nutriments aux animaux. Nous devons également garder à l'esprit qu'il faut réduire le gaspillage et aussi préserver la qualité de l'eau. Alors, l'alimentation avec des aliments vivants diffère pour le bar et la dorade à l'étape A de leur développement. Alors, nous avons des aliments larvaires enrichis par Artemia. Alors, nous utilisons parfois aussi des phytoplanctons, chlorella, l'idée étant d'améliorer la survie et la croissance larvaire. Ensuite, l'engraissement se fait avec des acides gras polyinsaturés, des phospholipides pour respecter les exigences nutritives des larves. Alors, lors de la phase juvénile, sevrage, il s'agit de bien répartir la nourriture à des intervalles réguliers par des distributeurs automatiques, manuels ou des distributeurs en accès libre. Tout doit être fait conformément au comportement des animaux, car l'alimentation doit être accessible à tous les animaux pour éviter bien entendu l'agression intraspécifique. À présent, pour la culture en haute mer, pour le grossissement, il s'agit de fournir la quantité appropriée de nourriture au bon moment, pour réduire le risque de cannibalisme en fonction de la phase de développement, lors de la croissance. On connaît le taux de conversion, le comportement de nutrition. On sait ce qu'il faut donner en fonction aussi de la température de l'environnement où les poissons se développent. Alors, il est important de bien se concentrer sur la quantité
et le programme de nourriture pour vraiment optimiser la conversion alimentaire, le ton de conversion et respecter également les besoins du poisson. Alors, s'agissant de la manipulation, nous avons à nouveau divisé par les différentes phases du cycle de production. Nous soulignons une fois de plus qu'il est important d'avoir recours à un personnel formé, tout particulièrement pour l'élevage des géniteurs. C'est très important pour le marquage, le sexage et pour la réalisation de cette manipulation des poissons. La manipulation doit être effectuée correctement. Il s'agit de prêter une attention importante à la température, à la photopériode aussi pour induire la reproduction pour obtenir le meilleur résultat. Il est recommandable d'assurer un suivi vétérinaire sous anesthésie pour la détermination du ratio de sexe mâle-femelle. Alors pour l'élevage larvaire, il y a un échantillonnage répété pour estimer le taux de croissance et la qualité de larves. Une manipulation vraiment pointue est nécessaire pour la manipulation dans les installations de sevrage. Alors maintenant, la culture, pour le grossissement, il s'agit de tenir compte de la période de jeûne qui ne peut pas dépasser les 48 heures. En effet, c'est suffisant pour vider les intestins et dans des période plus chaude, si c'est plus long, cela peut présenter plus de problèmes. Alors pour les dorades, cela peut aussi présenter un problème de perte de poids si la durée est trop longue. Il est important que le poisson soit humide lorsqu'il est hors de l'eau. Il faut le manipuler avec des mains humides et bien entendu, le tri se fait entre 25 et 40 grammes et 100 grammes. Il faut bien entendu veiller à respecter le comportement du poisson pour réaliser toutes ces opérations. Prochain transparent. Alors, retrait des animaux morts, il s'agit de retirer directement et au quotidien les larves mortes afin d'éviter la propagation éventuelle de maladies et l'introduction de pathogènes. Pas que les larves mortes, les larves mourantes aussi, il s'agit de retirer ces individus des étangs ou des cages. Alors pour la dorade, il est important de se parler du syndrome de l'hiver, la perte de poids l'hiver, voire une mortalité. Donc la dorade ne mange pas, donc il faut réduire la ration à mesure que les températures diminuent. Et bien entendu, la ration doit augmenter à mesure que les températures réaugmentent. L'idée est d'atténuer le stress thermique métabolique. Donc, le régime alimentaire en hiver doit être riche en lipides, en ingrédients issus de la mer, en vitamines, et doit chercher à réduire les effets métaboliques liés au stress thermique et à améliorer l'immunité. Et donc, les régimes alimentaires, l'alimentation diffère l'été de l'alimentation de l'hiver. Alors, le vide sanitaire. Alors, pour la dorade et le bar, c'est nécessaire en fonction du taux de renouvellement de l'eau et de la capacité aussi, de la profondeur d'établissement de l'élevage, mais aussi des caractéristiques abiotiques et biotiques et des conditions environnementales, telles que nous avons retrouvées dans le bulletin juridique grec de 2011. C'est la bonne pratique d'élevage qui a été à la source de ce transparent. Alors, le contrôle des prédateurs, des exigences obligatoires sont reprises dans la directive du Conseil 9243 CEE de 1992 sur les animaux, les espèces végétales d'intérêt communautaire qui ont besoin d'une protection stricte, notamment le dauphin Tursiops truncatus. Alors, la prédation en cage en mer est toujours contrôlée soit par un filet, soit grâce à d'autres méthodes.
ou grâce à des unités de grossissement dans lesquelles on se concentre sur le contrôle des prédateurs. On utilise des filets pour éviter l'exposition excessive à la lumière du soleil et aux prédateurs. Ce sont des techniques importantes à mettre en place. Prochain, transparent. La qualité de l'eau est très importante, telle que nous l'avons mentionné dans le premier transparent. Il est extrêmement important de connaître la température de l'eau. Alors, surtout avec le syndrome de l'hiver, si la température va en dessous de 9 degrés, il est important d'arrêter l'alimentation et aussi il faut une concentration d'oxygène optimale. Le pH aussi doit toujours être contrôlé. Il est toujours important de bien veiller à la qualité de l'élevage des animaux à toutes les phases de leur cycle de vie. Alors aussi, la salinité, l'éclairage, la luminosité, très important pour les larves, pour les juvéniles et pour les géniteurs, il est possible de modifier les conditions environnementales pour la reproduction en augmentant la photopériode et les températures afin d'induire la période de reproduction au moment voulu. Ça peut être appliqué de mars à septembre pour avoir une reproduction d'octobre à mai. Prochain transparent. Les densités de peuplement. Des exigences obligatoires sont prévues. Maximum 15 kg par mètre cube en cage de mer et 4 kg dans des étangs terrestres. Alors, des résultats scientifiques montrent que c'est même en dessous de 4 kg par mètre cube. Alors, en cage de mer, des poissons ne grandissaient pas, ne grossissaient pas, ne voulaient pas manger. Donc, c'est vraiment important de veiller à ces densités de peuplement minimales au maximal. Alors, pour l'élevage des reproducteurs, la densité dans les réservoirs en polyester, c'est de 10 à 25 par mètre cube. Nous avons également veillé à éviter l'agression intraspécifique grâce à ces niveaux pour l'élevage larvaire et des juvéniles. Alors pour les poissons en stade de grossissement, pour les poissons qui pèsent de 2,5 à 150 grammes, c'est de 5 à 20 kg par mètre cube. Et pour les plus grands poissons, jusqu'à 150 grammes, c'est de 10 à 20 kg par mètre cube. Il s'agit d'éviter une densité de peuplement inappropriée pour éviter les blessures, la diminution de l'absorption alimentaire et pour également veiller à réduire la vulnérabilité aux maladies. La désinfection et le nettoyage. C'est encore la même chose, ce sont des filtres mécaniques et antimicrobiens qui doivent être utilisés pour la biosécurité et le bien-être de la population. En fonction du type et du phase de la culture, l'équipement doit être nettoyé, désinfecté pour retirer les organismes salissants. Un traitement aussi doit être réalisé pour éviter la propagation de problèmes. Il s'agit d'utiliser le désinfectant pendant la période recommandée par le fabricant et il s'agit également de désinfecter pour la manipulation et aussi pour la récolte. C'est très important. Vaccination-traitement. Il n'existe qu'un seul traitement antiparasitaire autorisé sur le cycle de production le plus récent, y compris les closeries. Et il existe aussi 3 traitements d'antibiotiques. Nous avons des exemples qui sont déjà mis en œuvre en Albanie, Croatie, Italie, Allemagne, Grèce, Turquie et en Espagne. Les traitements en bain sont utilisés pour contrôler les ectoparasites dans les branchies et sur la peau.
il est possible de collecter les poissons et de les traiter dans un conteneur séparé. Alors, les bains en eau douce ou en hyposalinité sont utilisés dans des installations terrestres. Nous avons repris les salinités pour le Plotes et pour le Crypocarion. Alors, la solution formaline est également très utilisée contre des infections ectoparasitiques. Il s'agit bien entendu de respecter la posologie 375 ppm pour l'ectoparasite Diplectanum equans et 25 à 200 pour l'oxylatome pour la dorade. Donc, prochain transparent. L'enrichissement environnemental. Tout ce qui peut permettre aux poissons de se sentir mieux, de se comporter de manière naturelle. Tout ce qui peut y concourir doit être mis en œuvre. Il est possible de renforcer la complexité structurelle de l'environnement de détention des poissons, d'élevage des poissons. Alors, la couleur du gravier aussi permet de réduire les comportements agressifs chez la dorade. Pour les juvéniles de la dorale, un substrat bleu permet de réduire les comportements agressifs et de diminuer le niveau basal de cortisone. Alors, un enregistrement simple des cordes verticales peut améliorer la cognition. Cela peut également améliorer le comportement du groupe des barres aussi. Alors, la sélection raciale, les programmes de sélection ont été mis en œuvre par des exploitations, surtout grâce à une insémination artificielle. On utilise certains types de reproduction plus individualisés plutôt que massifs, et dans l'ensemble, des progrès ont été réalisés pour améliorer le taux de grossissement et pour également réduire les maladies. Un nouvel outil génomique, MedFish-Array, permet d'accélérer la sélection en sélectionnant les gènes grâce à une analyse génétique exacte. Alors, le stock reproducteur de la dorade sélectionné pour le trait de croissance peut avoir un rôle productif pour l'amélioration de la qualité du sperme et des œufs. Des recherches sont toujours en cours sur la sélection raciale, mais nous avons repris ce que nous avons pu identifier jusqu'à présent. Prochain transparent. Dernier point sur l'alimentation fonctionnelle. Beaucoup de recherches sont réalisées. La littérature montre que les préparations alimentaires pour les dorades et les bars cherchent à remplir et satisfaire les exigences nutritives et fournissent les nutriments requis par les poissons à diverses phases de développement, en fonction, bien entendu, de leurs conditions environnementales et de la zone. L'objectif est de soutenir la performance de croissance optimale. Alors, les recherches en cours se concentrent davantage sur l'amélioration des préparations alimentaires et sur l'efficacité du taux de conversion. Il existe plusieurs exemples avec le métabolisme. Sur le métabolisme de la dorade, nous avons intégré certains nutriments. Nous avons tenté de remplacer le soja par des protéines végétales plus locales. Nous utilisons également des bactéries qui sont capables de réduire des problèmes nutritifs, et nous sommes également intéressés par la fonctionnalité alimentaire des ingrédients individuels repris dans la ration. L'idée est de remplacer l'huile de poisson et d'assurer une quantité et d'avoir une quantité suffisante de ces super ingrédients. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Elena. Merci d'avoir
aborder cette fiche sur le bar et la dorade. Mesdames et messieurs, c'est à vous de jouer maintenant. Je vous donne la parole. Veuillez utiliser les mêmes boutons de réaction que celles expliquées tout à l'heure. Alors, Elena, je voudrais peut-être vous demander si vous avez des commentaires sur les vaccins autogènes comme bonne pratique. C'est la première question. Alors oui, pour l'heure, c'est envisagé pour la dorade et le bar. Certains centres commencent à développer ces solutions. J'ai aussi oublié de vous dire que l'Union européenne avait annoncé un centre de référence pour le bien-être animal des animaux aquacoles. De nombreuses formations sont proposées pour les éleveurs et pour quiconque souhaite en savoir davantage sur les nouvelles évolutions en matière de santé et de bien-être pour la dorade, le bar et d'autres espèces aquacoles. Merci beaucoup, Elena. Et merci aussi d'avoir abordé le centre de référence pour le bien-être des animaux aquatiques, car cette initiative est vraiment très importante. Très bien. Alors, nous avons aussi la possibilité de prendre 3 questions et puis je vous rendrai la parole, Elena. Tout d'abord, Paul Dennekamp, vous avez la parole. Oui, Paul Dennekamp, Fondation néerlandaise pour la protection des poissons. Alors, pour la truite, et pour le contrôle des prédateurs, on a parlé qu'il ne fallait utiliser que des méthodes non létales. Je n'ai pas vu ça dans la partie sur le bar et la dorade. J'imagine que c'est la même chose. On ne peut uniquement recourir à des méthodes non létales pour le contrôle des prédateurs. J'imagine en tout cas. Merci. Merci, Paul. À présent, je voudrais donner la parole à Joao. J'espère bien prononcer votre nom. Vous vous reconnaîtrez en tout cas. Merci beaucoup. Merci pour ce webinaire. Merci pour la présentation. Joe Shamble de l'équipe Biosystème, une entreprise qui travaille dans le domaine de l'aquaculture. Je voudrais poser une question sur le bien-être. Une attention est fixée sur la luminosité et l'éclairage. Il manque pourtant d'informations précises sur l'effet de la luminosité. Pas uniquement la photopériode, je parle de l'intensité du spectre pour les différentes phases de développement. D'après vous, pensez-vous qu'une attention spécifique est portée à ces informations précises dans le monde de l'aquaculture? Parce que chaque espèce est différente et a ses besoins. Et à mes yeux, il n'y a pas suffisamment d'attention qui est prêtée à ce domaine-là en matière de bien-être. D'après vous, au cours des prochaines années, comment ces informations seront-elles étoffées? Merci pour votre question sur l'éclairage et la luminosité. Et la dernière question revient à Ola. Merci beaucoup, Brian. Merci beaucoup, Elena, pour cette présentation très intéressante. Pour ma part, j'avais une question sur quelque chose qui me pose problème, la complexité structurelle. Sur un transparent, vous avez souligné qu'il s'agissait de renforcer la complexité structurelle dans l'environnement captif des poissons, le plus possible donc. Si vous avez énormément de structures, vous ne pourrez plus avoir de poissons presque. Qu'est-ce que ça veut dire possible, le plus possible? Comment définissez-vous cette demande? Elena, je vous rends la parole, dit Brian. Merci beaucoup, Brian.
Alors, bien entendu, il s'agit de méthodes non létales pour le contrôle des prédateurs. Voilà, il faut peut-être l'ajouter dans le document. Alors, pour l'éclairage et la luminosité, alors c'est pris en considération tout particulièrement dans les écloseries. On travaille sur ce spectre, l'intensité. Ce sont des considérations très importantes, comme vous l'avez mentionné. Si nécessaire, nous pourrons également l'ajouter, dans le manuel pour des phases d'élevage bien, spécifiques pour la dorade et le bar. La complexité structurelle. Il est difficile de réconcilier, les 2 choses en même temps parce que nous voulons préserver la qualité de l'eau et la facilité de nettoyage. D'autre part, comme nous l'avons souligné, il y a, cette couleur bleue et si les cages se trouvent, dans des zones où il y a plus de galets, c'est plus facile bien entendu et c'est mieux pour les poissons. C'est à vous de trouver le bon équilibre et il faut de la modération, des 2 côtés. Merci beaucoup Elena. Il nous reste encore un petit peu de temps. Si vous avez des questions, des commentaires supplémentaires, eh bien sinon, on ne va pas vous faire attendre, mesdames et messieurs. Je vous remercie pour les questions que vous avez posées et nous allons maintenant continuer avec la prochaine espèce, le prochain sujet, la fiche d'information sur les moules. Pablo, à vous les micros. Merci beaucoup, Brian. Alors, c'était très bien d'avoir une petite présentation entre les deux parce que cela m'a permis de réfléchir aux questions que vous avez posées tout à l'heure. J'ai peut-être créé une confusion tout à l'heure. Parce qu'on a parlé de la biosécurité tout à l'heure. Je voudrais vous expliquer et vous souligner que ce document a un chapitre sur les pratiques, les bonnes pratiques d'élevage, euh, partie générale et puis une partie spécifique. Donc, quand j'explique la fiche pour la truite, je n'ai pas pris en considération la biosécurité de bassin parce que nous n'avons pas pu trouver des pratiques spécifiques pour la truite. Ça veut dire que quand vous lisez le document, lisez tout d'abord les informations générales. Il y a un chapitre général sur les bonnes pratiques générales pour comprendre quelles bonnes pratiques sont adaptées à tous les poissons, pas pour les moules, bien entendu. Ensuite, vous devez lire la fiche d'information pour chaque espèce. Voilà, votre question sur Rosberg avait suscité vraiment mon attention et donc je voudrais bien préciser qu'il y a un chapitre général et puis un chapitre plus précis. Voilà, j'ai été coupable d'instiller la confusion, donc je voulais dissiper cette confusion. Il y a une partie générale avec des informations. Je vais parler de la fiche d'information pour les truites, en oubliant de dire que la fiche d'information générale est parfois tout aussi importante que la fiche d'information par espèce. Donc, tout d'abord, il faut lire la fiche d'information générale. Voilà. J'ai profité du temps que l'on avait gagné pour apporter cette précision. Par exemple, c'est aussi valable pour l'enrichissement environnemental. Il est également possible de trouver des bonnes pratiques générales. Allez, nous pouvons continuer sur la fiche d'information sur les moules. Voilà, la vision de l'aquaculture, on l'a déjà fait, donc je ne l'ai pas reprise. Je m'attarde un peu sur la méthodologie, je fournis des exemples, la définition,
est la même que celle présentée tout à l'heure. Je ne vais pas vous réexpliquer ce que l'on entend par bonne pratique d'élevage. Très bien. Prochain transparent. Voilà, c'est la même chose. On voulait au départ avoir un périmètre un peu plus large que les moules. On voulait le faire pour d'autres bivalves. Puis nous sommes décidés de nous concentrer sur les moules uniquement. Donc, c'est la fiche d'information sur les moules pour les bonnes pratiques d'élevage. Prochain transparent. Alors, ici, nous avons légèrement modifié. Les bonnes pratiques englobent plusieurs pratiques pour garantir la santé et le bien-être de l'animal, de la moule. Ces pratiques peuvent être réparties en exigences obligatoires et en pratiques recommandées pour un élevage optimal. Donc, nous avons légèrement changé le sujet, étant donné que c'est différent la moule d'un poisson. Donc ici, on parle de manipulation, de prévention des maladies, contrôle des prédateurs, qualité de l'eau, densité de peuplement, épuration, nettoyage. Du point de vue de la méthode, eh bien, nous avons utilisé la même méthodologie, recherche documentaire, bonnes pratiques d'élevage en lien avec des pratiques innovantes font encore l'objet de recherches qui proviennent principalement de la littérature scientifique et des exemples tirés du Royaume-Uni, de la France, de l'Espagne, du Portugal et de l'Irlande. Nous avons aussi réalisé une petite enquête consultée par le biais de différents séminaires techniques. Nous avons bien évidemment tenu compte de la recommandation rédigée par le CCA et les ateliers que j'ai mentionnés précédemment de 2023, séminaires techniques et réunions cluster. Et je profite de cette occasion pour remercier notamment le Comité national de la conchyliculture et le français, donc le CNC, qui nous a beaucoup aidés, nous a fourni beaucoup d'informations et beaucoup de références également et de documents, pour réaliser ces travaux. C'est assez particulier en effet et c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup aidés lors de la préparation de cette fiche d'information. Alors, je vais à présent vous parler tout d'abord de la manipulation. Il est toutefois important de mentionner que l'on parle de la moule bleue, la Mytilus edulis, et de la moule méditerranée, la Mytilus gallo-provincialis. Et ici, je vais vous présenter les bonnes pratiques d'élevage, qui sont parfois applicables à une seule de ces 2 espèces. Nous avons ici inclus pour les moules, la moule bleue par exemple, la production en écloserie qui, effectivement est représenter une source annuelle de naissains. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'écloserie commerciale en Europe. Il est donc recommandé que les entreprises et les laboratoires aient recours à des protocoles reconnus comme ceux définis par Aquavité et la FAO. C'était un point extrêmement important. Le recours au naissain sauvage est considéré comme efficace d'un point de vue financier. Il permet aussi de maintenir la diversité génétique des populations, qui est importante pour la durabilité et la résilience à long terme. Les naissins sauvages sont aussi moins fragiles face aux maladies en comparaison avec les moules élevés en écloserie et en tenant compte du fait qu'il n'y a pas d'écloserie commerciale. Pour ce qui est de la culture de fond, là aussi, dans cette fiche, nous essayons de couvrir l'ensemble des méthodes d'élevage. Pour ce qui est de la culture de fond, et il y a une bonne pratique d'élevage qui est que les naissins peuvent être retirés des zones d'abondance élevée vers des enclos ou des parcelles avec des densités plus faibles pour améliorer la croissance.
et lutter contre la prédation. Pour ce qui est de la culture en bouchot, on le sait, les essaims peuvent, s'accrocher directement aux cordes en noix de coco. Là, l'excès de juvénile peut effectivement être transféré vers des filets pour optimiser la densité. Et pour ce qui est de la récolte, c'est le cas pour la moule bleue notamment, elles peuvent être récoltées lorsqu'elles atteignent une taille commercialisable d'environ 40 millimètres, ce qui prend en moyenne entre 12 à 24 mois. Nous avons, ici, représenté la bonne pratique d'élevage. Ici, ce sont les réglementations, le cadre réglementaire qui s'applique. Ici, il y a d'ailleurs une coquille, hein, ce n'est pas, 2004. Permettez-moi de vérifier une petite seconde. Il s'agit du règlement 853 qui remonte à l'année 2004 pour les produits certifiés bio. Ce sont les règles donc supplémentaires qui s'appliquent à la production biologique, telle qu'elle est, décrite au règlement, 2018, 848. Nous avons des exemples tirés du Royaume-Uni et de la Pologne. Pour ce qui est de la prévention des maladies à présent, un contrôle, avec des systèmes d'alerte précoce qui permettent d'améliorer la supervision et la détection des pathogènes réglementés. Ces réseaux peuvent aussi permettre de suivre d'autres paramètres zootechniques comme la croissance, la mortalité. Les systèmes d'alerte précoce peuvent aussi atténuer l'impact de la prolifération d'algues toxiques. Pour ce qui est des mesures de gestion, les moules ne doivent pas être déplacés d'une zone malade dans une zone indemne de pathogènes pour éviter la contamination. Et les éleveurs, les congéliculteurs peuvent aussi, bien avoir des opérations, s'équiper d'opérations ou avoir recours à des opérations, sur terre pour, de la purification des réservoirs, par exemple, de stockage pour lutter contre les problèmes d'eau. Ici, il s'agit des différentes réglementations, le règlement 1069, 429, 853 et ce sont donc les mêmes provisions, tirées de ce règlement 2018/848. Pour ce qui est du contrôle des prédateurs, à présent, un premier point extrêmement important, une approche holistique qui est recommandée pour réduire la pression effectuée par les prédateurs, des vérifications visuelles du stock qui peuvent parfois permettre de retirer des prédateurs naturels comme des crabes ou des étoiles de mer. Et puis pour la culture de petite échelle, la prédation des crabes peut être réduite à l'aide bien de petites différents mécanismes, des barrières de protection ou autres. Heu, Enfin, les étoiles de mer peuvent être retirées à l'aide de dragues, par exemple, surtout avant que les naissains ne soient, réorganisés et l'utilisation de toxines chimiques n'est pas autorisée. Ici, vous avez aussi les références réglementaires, et le règlement pour les produits bio 848 qui s'applique dans ce cas également, qui concerne la prédation. La qualité de l'eau. À présent, c'est un sujet très important. Les congéliculteurs ou mytiliculteurs nous ont dit qu'ils avaient un système de suivi, de contrôle qui permet justement de suivre et de surveiller les potentielles contaminations. Et ici, il est important d'avoir une communication constante et transparente avec les parties prenantes dans le bassin versant et avoir d'étroites relations avec des organisations de recherche et collecte de données qui permet aux professionnels d'anticiper les risques de contamination et d'adapter leurs pratiques. Ici, vous avez la directive 2006/113 de la Commission et les règles qui s'appliquent aux produits biologiques. Là encore, le règlement 2018/848. Les densités, à présent, c'est la même règle qui s'applique, le même règlement. Quant au BPE, la densité doit toujours se baser sur la capacité de «charge» entre guillemets de l'écosystème, hein. Là, pour la culture en bouchot, je pense qu'il s'agit, oui, d'un mot français. La culture en bouchot, les activités ou les structures d'élevage, font en moyenne 50 à 60 mètres de long. Chaque pieu produit entre 30 et 40 kilogrammes de moules vivantes. Les, cultures sur corde, eh bien, il s'agit de cultures hautement mécanisées qui rend environ 18 à 20 tonnes par hectare par an. Le
Le tri ou ici le seeding, on le sait, nous permet le dédoublement nous permet justement, d'avoir un taux de croissance plus important et les producteurs doivent aussi s'assurer que les conditions locales sont adaptées à la densité croissante. Certaines de ces bonnes pratiques d'élevage, proviennent directement des éleveurs, et par le biais, de communication, hein, personnelle, nous avons essayé aussi de chercher des re bien, dans la littérature scientifique, dans des documents et ici, bien, je peux vous dire que c'est difficile parfois ou souvent les éleveurs en savent bien plus que la littérature. Toutefois, ici, nous avons essayé de regrouper l'ensemble de ces connaissances et de ces informations qui proviennent directement, des producteurs. Oui, voilà, ici, en fait, c'est le cadre réglementaire. Je ne vais pas, le relire, hein. Ça concerne la purification et le nettoyage. Tous ces règlements sont disponibles. Vous avez aussi les liens vers ces règlements qui sont repris, dans le document. Pour ce qui est de la, purification et du nettoyage, ici, nous avons un traitement post-récolte dans des zones non polluées. Les, moules peuvent effectivement être automatiquement nettoyés, triés sur les decks, à bord de navires. Pour ce qui est de la récupération du stockage, les moules peuvent être stockés de façon temporaire dans des, réservoirs pour pouvoir, bien récupérer un état revenir à un état normal après le stress et pour, exclure notamment, les particules, le sable, le contrôle de la salissure à l'aide de méthodes mécaniques, tout en notant ici que le recours aux toxines chimiques n'est pas autorisé. 5e point, prévention du risque. Les opérations doivent disposer d'un plan de prévention en place pour justement pouvoir gérer les différents, rejets et puis enfin l'hygiène des écloseries, on le sait, les nurseries, écloseries sont très sensibles aux questions de propreté. Il faut donc avoir recours à des systèmes de, pompage de l'eau équipés de différents types de bassins, filtres, dispositifs de stérilisation, à l'aide pour pouvoir réaliser un contrôle, bactérien et viral. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie. Ici, vous avez le code QR qui vous renvoie vers toutes ces informations. Je vous remercie, Brian. Merci, Pablo. Merci d'avoir présenté les principaux éléments de cette fiche d'information sur les moules. Et ah oui, oui, Pablo? Oui, il y avait un dernier slide. Oui, alors attendez, je vais voir de quoi il s'agit. Oui, ici. C'est peut-être préférable que vous le lisiez directement dans le document, mais nous avons essayé d'appliquer ces pratiques aux différentes espèces. Nous avons remarqué qu'il y avait des différences, hein, en fonction de l'espèce et en termes de gestion, par exemple. Donc j'ai mis ce transparent ici à la fin de ma présentation, mais il est très technique. Si quelqu'un est intéressé, bien évidemment, je peux vous le fournir. Cela vous montre un petit peu comment améliorer le volet opérationnel pour chacune de ces 2 espèces. Merci. Merci à vous, Pablo, pour ce commentaire et merci d'avoir effectivement, précisé ce point sur les vaccins et la biosécurité. J'ai vu effectivement une réaction d'Alain sur, ce point. Je suis certain que la communication entre vous, se poursuivra après ce webinaire. Merci donc d'avoir clarifié ce point. Nous avons à présent un petit peu de temps pour des questions-réponses sur la moule. Nous allons suivre la même bien, méthode que précédemment. Je donne donc la parole aux participants si vous avez des commentaires et je vois que nous avons à nouveau Paul Dennekamp qui a demandé la parole. Je vous en prie, Paul. Oui, merci. Paul Dennekamp de la Fédération néerlandaise de protection des poissons. Une remarque d'ordre général, mais toutefois très importante. Au sein du CCA, nous produisons des recommandations sur le bien-être des mollusques. Et une des idées, un des points de ces recommandations portait sur le manque de connaissances que nous avons quant au bien-être de ces mollusques. Et je pense que nous n'avons pas suffisamment de connaissances, en fait, pour, connaître l'impact sur les moules, l'impact de ces différents traitements, notamment.
Et j'espère que que votre organisation pourra aussi nous permettre de stimuler, d'encourager les travaux de recherche, sur ce sujet-là, pour, mieux comprendre comment est-ce que les moules, par exemple, vivent les choses, ce qu'elles ressentent, si effectivement quid du stress, par exemple? Voilà, il y a plusieurs questions, mais il y a une véritable pénurie, je dirais, d'informations, un manque de connaissances sur ce sujet. Autre remarque que je souhaitais faire concernant le contrôle des prédateurs, tout comme, pour la truite, il est précisé ici que, le contrôle des prédateurs, eh bien, doit uniquement avoir recours, pardon, à des méthodes non mortelles, hein, et c'est important de le mentionner, dans la partie d'ordre général également. Concernant, la partie sur, la prévention, de la prédation et le contrôle donc des prédateurs, je pense qu'il manque aussi un élément, sur justement les méthodes non mortelles, que ce ne sont que ce type de méthode-là qui peut être utilisé. Quel serait aussi l'effet du retrait des étoiles de mer, qui sont aussi des animaux, hein, et qui doivent être, protégés également et qui, voilà, une fois qu'elles sont retirées, est-ce qu'elles survivent? Et voilà. Est-ce que vous êtes, par exemple, favorable, à l'abattage de ces étoiles de mer? Et oui, et donc comment f retirer, vous l'aviez mentionné, comment les retirer? Mais ici, je pense que c'est important d'avoir plus d'informations sur ce point. Et il est important, je pense aussi, d'avoir un paragraphe sur l'enrichissement de l'environnement et vous l'avez mentionné, là encore, nous n'avons pas suffisamment de connaissances. On ne sait pas exactement comment est-ce que, les moules ressentent cet environnement, comment est-ce qu'elles le vivent. Toutefois, il serait utile d'avoir un paragraphe pour tout du moins commencer à réfléchir et voir, que préfèrent les moules? Quel est l'environnement privilégié? Mmh. Quelles sont les meilleures conditions de vie pour elles? Vous avez aussi parlé du nettoyage des moules et ce nettoyage se fera donc sur, des animaux, vivants. Est-ce que ce nettoyage est aussi réalisé de telle sorte qu'il ne fait pas de mal, qu'il n'endommage pas? On ne peut pas utiliser, des méthodes de nettoyage, de l'acide, par exemple, des méthodes, qui sont interdites. Ça, je pense qu'il est important de le mentionner. Et puis, oui, pour la, récolte, je pense que, ça peut être considéré comme un problème. Là encore, nous ne savons pas si une moule souffre, lors de la récolte et ça pourrait être identifié comme un problème potentiel sur lequel nous avons besoin, là encore, de recueillir davantage de connaissances. C'est tout pour moi, je vous remercie. Merci beaucoup, Paul, pour, comment le définir? Ce panier de questions slash commentaires, sur, les moules, qui, sont effectivement, pertinents. Je pense qu'il s'agissait de questions assez complexes. Avant donc de donner la parole à d'autres participants, je vais peut-être vous redonner la parole, Pablo. Eh bien, je pense que cela vaut la peine de mentionner un point, hein. Ça a été principalement des observations, je pense, plus que des questions, mais j'avais un commentaire concernant le stress ressenti, par les moules, par exemple, sur la question de l'acidification des océans.
On connaît très mal ce sujet, on ne sait pas comment est-ce qu'il est ressenti par, ces animaux. Ce qui est sûr, c'est que la moule va être l'une des premières espèces à le détecter et les producteurs sont extrêmement préoccupés par le problème de l'acidification, hein. C'est qui génère un stress chez la moule et qui se traduit par après, eh bien, par une réduction de la production. Donc la question de l'acidification, pas uniquement le changement climatique, mais bien l'acidification à proprement parler, c'est effectivement un sujet qu'il faudrait, travailler plus en profondeur car il va avoir des conséquences sur la santé, sur le bien-être des moules et sur la production au sens large. Merci Pablo. Y a-t-il d'autres questions? Oui, je vois que Ola a demandé la parole. Je vous en prie. Merci, merci, beaucoup à nouveau pour, cette présentation. Ici, je pensais aux écloseries. Vous avez parlé de la qualité de l'eau dans les écloseries qui est très importante pour que il n'y ait pas de pathogènes. Il faut effectivement des bassins de décantation, des filtres, des lampes UV, ce genre de choses. Et je me souviens que nous avions eu ces échanges. On en avait parlé au sein, du CCA, pour le poisson, notamment. Et lorsqu'il s'agit de définir les meilleures technologies disponibles, en fait, je pense que c'est un élément qui doit être défini par l'éleveur. C'est à l'éleveur de choisir des méthodes qu'il pourra bien mettre en place et qui permettront d'avoir une écloserie indemne de pathogènes. Peut-être qu'il ne faut pas forcément définir les lampes et cetera, car vous pouvez peut-être avoir des lampes, c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas de pathogènes. Il se pourrait que la lampe ne fonctionne pas. Il est préférable de ne pas avoir de pathogènes, c'est ça qui est important et ensuite il y a différentes méthodes, différents protocoles, visant à bien lutter contre ces pathogènes. Comme si vous utilisez par exemple de l'eau provenant, bien de très grande profondeur ou, justement, pour toute technique qui permettrait d'avoir une eau indemne de pathogènes. Ce sont d'autres méthodes auxquelles l'éleveur peut aussi avoir recours, car, si ici on en touche finalement au volet économique, hein. Si on pouvait faire fonctionner une écloserie avec des équipements un petit peu moins technologiques, je pense que c'est toujours préférable. Merci. Merci, Ola. Et nous redonnons la parole à Paul, je vous en prie, Paul. Oui, j'aimerais également avoir une réponse sur mon commentaire concernant les prédateurs et le contrôle des prédateurs. Oui, merci pour ce rappel, Paul. Pablo, je vous redonne la parole pour répondre à ces deux questions. Eh bien, sachez avant toute chose que nous avons essayé de recueillir différentes pratiques pour différents prédateurs, mais nous nous sommes concentrés sur la première approche qui doit être holistique, hein. Je j'imagine que ces, recommandations doivent toujours être prises et dans le cadre de la légalité, bien évidemment, et en tenant compte du fait que les moules vivent dans un écosystème, dans lequel vivent aussi d'autres êtres vivants. C'est l'approche holistique que nous avons décidé de mettre en avant. Bien. Y a-t-il, des commentaires concernant peut-être la une réponse à la question posée par Ola? Il faut allumer votre micro, Pablo, on ne vous entend pas. Voilà. Oui, je pense que
Je retiens ce qu'a dit Ola quant au fait qu'il faut chercher des méthodes «faciles et bon marché» entre guillemets, hein, pour, permettre, la sécurité, pour permettre le nettoyage et c'est à chaque producteur finalement de voir quelles sont les, technologies qu'il peut appliquer à son exploitation. Ça me semble évident et je pense qu'effectivement c'est très important de le rappeler et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Nous, parmi les bonnes pratiques que nous avons recueillies, eh bien, se trouve justement ces différentes formes. Il y a différentes façons de faire les choses qui sont déjà, justement, f réalisées par, les éleveurs et je pense qu'elles sont de toute façon complémentaires les unes avec les autres. Merci Pablo. N'a-t-il d'autres questions? Je ne pense pas. Très bien. Eh bien ah oui, Amir Mouchkad, je vous en prie, vous avez la parole. Merci. Une question d'ordre général. Y a-t-il un chapitre concernant l'abattage des animaux, quelle que soit l'espèce, hein, les moules, les différents types de poissons? Vous posez une question sur l'abattage, les méthodes d'abattage, c'est bien ça? Oui, est-ce que les oui, il y a un chapitre qui concerne l'abattage du poisson, donc récolte et abattage? Merci, Pablo. Micro, s'il vous plaît. Très bonne question. Très bonne question. Nous n'avons pas, dans ce cas précis, nous n'avons pas, pris en compte la question de l'abattage, et ni du transport. Ça, ce sont des, dossiers qui sont pris en compte dans un autre, document, le code de bien-être, qui est sur le point d'être publié et c'est dans ce document que nous parlons de l'abattage et du transport. Les bonnes pratiques n'abordent pas la question de l'abattage et du transport. Ce sont des sujets qui ont été définis, bien, par la DG Marais et elle a estimé qu'ils ne devaient pas être inclus dans ce, document-là. Merci Brian. Voilà donc, ma réponse. Je vous remercie. Merci, merci, Pablo. C'est effectivement une question extrêmement importante. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Paul, une dernière question. Heu, quid de la date? Quand pouvons-nous nous attendre à ce que ce document sur le bien-être soit publié? Quand est-ce que vous allez le publier? Est-ce qu'il y a déjà, une date précise, Pablo, un calendrier? Merci, merci aux interprètes. C'est vrai que je change beaucoup, je passe de l'anglais à l'espagnol et je m'excuse. Alors, j'imagine que ce sera au mois d'octobre. C'est, ce qui est prévu. Merci. D'autres questions? Commentaires? Non? Eh bien, dans ce cas, nous allons, clore ce webinaire un petit peu plus tôt que prévu. Je vous remercie toutes et tous pour y avoir participé. Merci pour votre participation active et merci aussi d'avoir, permis le bon déroulement de ce webinaire. Permettez-moi aussi de remercier Birgit, ainsi que Pablo et Elena pour leurs interventions, ainsi que les interprètes, pour leur service. J'espère que ce webinaire permettra de bien développer le dialogue entre les éleveurs, la production, les autorités pour voir comment mettre en place ces bonnes pratiques d'élevage et contribuer de cette façon, au développement du secteur aquacole européen. Nous savons toutes et tous que l'aquaculture européenne est très diversifiée et bien évidemment ces bonnes pratiques doivent être adaptées pour répondre à chacun des contextes spécifiques. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, il s'agit d'un document évolutif et donc vos commentaires et vos propositions seront toujours bienvenus pour actualiser le document
J'espère également que ce webinaire vous a motivé à contribuer à ces efforts et qui vous permettra aussi de mettre en œuvre les bonnes pratiques. Je vous encourage à visiter le site internet du CCA sur lequel vous trouverez toutes nos recommandations qui sont publiées et traduites dans différentes langues européennes. Et comme je l'avais déjà dit dans mon introduction, ce webinaire sera aussi publié, disponible incessamment sous peu sur le site internet du CCA dans les différentes langues. Je vous encourage également à suivre le CCA sur les réseaux sociaux, dont LinkedIn par exemple, pour suivre l'annonce des prochains webinaires et de nos ateliers. Et je vous rappelle enfin que toute question qui n'aurait pas obtenu une réponse ou si vous aviez des questions supplémentaires à poser, elles peuvent être envoyées au secrétariat avant le 15 octobre. Vous avez l'adresse mail du secrétariat du CCA qui s'affiche à l'écran. Et sur cette note, mon commentaire, bien, pour conclure, sera: j'espère que nous nous reverrons à nouveau lors de notre prochain webinaire. Je vous remercie. Thank you very much. Bye. Thank you, Bye bye. everyone. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye.